merci beaucoup. Donc, c'est très intéressant. C'est toujours bien d'être à Bizerte. Depuis des années, je suis fidèle de la GOB et de mon ami Meshal Moural et ainsi que toute son équipe. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui est la stimulation ovarienne dans le cadre de la préservation de la fertilité et quels sont les différents protocoles qui existent. Et je vais essayer de vous convaincre que c'est très intéressant comme sujet. En fait, j'ai choisi ce sujet parce que c'est evidence-based. C'est toujours intéressant de voir ce que pensent les autres. Et on a trois petits sujets. Donc, on a trois équipes différentes qui vont parler et je vais vous détailler ça tout au long de la présentation. Donc, la première des choses, c'est cette stimulation ovarienne après la chimiothérapie ou avant la chimiothérapie. Pourquoi c'est important? Déjà parce que le cancer est très fréquent dans le monde. On a 17 millions de cancers en 2018 et plus de 8 millions sont des cancers féminins. Bien sûr, la première cause de cancer chez la femme reste le cancer du sein. Et tous ces traitements-là sont très mauvais pour les ovaires et l'ovulation. Donc, vous connaissez tous cette courbe de l'évolution du nombre de follicules, de la réserve folliculaire chez la femme. Et à n'importe quel moment, imaginez que si on arrête les choses trop tôt, on n'aura pas de puberté. Si on arrête les choses au moment de l'activité génitale, on aura une ménopause prématurée ou une ménopause précoce. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préserver la fertilité. Quels sont les moyens qu'on a? D'abord, si on a un couple, on peut parler de maturité de la FIV et congélation embryonnaire. Ça, c'est ce qu'on sait faire. C'est le plus simple à faire, entre guillemets. Depuis il n'y a pas longtemps, on a commencé aussi de congeler les ovocytes, la vitrification ovocytaire. Et on peut aussi congeler le tissu ovarien, surtout pour les jeunes filles non pubères et après prévoir une maturation in vitro. Alors, c'est bien de penser à la préservation de la fertilité avant de commencer le traitement anti-cancer. Mais imaginons qu'on a oublié et qu'on a des survivants du cancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? La bonne nouvelle, qu'on peut toujours préserver la fertilité chez les cancer survivors. Et il faut juste penser à ça. C'est vrai qu'ils ont une plus faible réserve ovarienne. Vous voyez que si on regarde la même âge de 25 ans chez les jeunes femmes, on trouve une AMH à 0,9 chez les survivants, alors que l'AMH normale à cet âge-là est de 3. Et la question qui se pose, quand est-ce qu'il faudrait faire? En fait, 2 à 3 années après la fin de la chimiothérapie, on a notre réserve ovarienne qui n'est pas au top. Mais après, elle revient à la normale et elle peut chuter à n'importe quel moment. Donc, c'est mieux d'attendre 2 ans après la fin de la chimiothérapie. Quels sont les protocoles utilisés? Vous savez, le protocole classique qu'on utilise, on attend les règles et pendant le deuxième jour des règles, on commence notre stimulation ovarienne. Tout ça, ça ne fonctionne pas en cas de cancer parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, pour cette raison qu'on a choisi le double stimulation. Donc, ce protocole-là, il prévoit de commencer par l'hormonothérapie, l'estrogène, forte dose de gonadotrophine et une ponction. On peut utiliser un antagoniste, bien sûr, pour bloquer l'ovulation. 5 jours plus tard, c'est juste 5 jours plus tard, on commence un deuxième cycle et ça s'appelle une double stimulation. Il y a même des articles qui parlent d'une triple stimulation pour recruter le plus de follicules possible. Cette préservation de la fertilité, elle est possible aussi chez les adolescentes, mais c'est un peu plus compliqué parce que vous imaginez qu'il faut prendre l'avis de la famille,
Donc, les teenagers, il faut consulter leur famille. Le suivi, généralement, ça se fait par des ultrasons abdominaux et la ponction, bon, on l'a fait comme d'habitude par voie vaginale. Si on a des enfants impubères, on fait un prélèvement des tissus ovariens avec une conservation du tissu ovarien, mais on peut aussi induire cette puberté par le traitement gonadotrope. Et par exemple, la loi française nous autorise à partir de l'âge de 10 ans, si la puberté n'est pas acquise, de déclencher la puberté et après faire la stimulation ovarienne pour récupérer des ovocytes. Alors, en conclusion de cette première présentation, donc les cancers sont associés avec une diminution de la réserve ovarienne, une infertilité, une ménopause précoce. Les survivants de cancer peuvent bénéficier de la préservation de la fertilité même après cette chimiothérapie. La stimulation ovarienne est possible chez les adolescentes. Et tout ça, ça doit être discuté en fonction du désir de grossesse ou de la future famille qui va se former. Alors, comment on va faire? Comment on va stimuler? Et là, c'est une présentation que j'ai beaucoup adorée parce qu'elle parle du Random Start Ovarian Stimulation. Ça veut dire qu'on peut commencer la stimulation ovarienne à n'importe quel jour. Et je ne sais pas si Dr Morel est d'accord avec moi. Donc, quand on a fait nos études de résidana, on pensait tous que la stimulation ovarienne, ça commençait le deuxième jour du cycle. On pensait tous qu'il y avait ce fameux cycle avec le follicule qui se sélectionnait, qui grandissait, et on avait ce follicule dominant et après l'ovulation. Et après, en 2003, on a eu cet article et il y a des médecins qui ont surveillé les femmes pendant des femmes jeunes actives avec des grossesses, donc fertiles. Et ils ont retrouvé qu'on a finalement des follicules tout le long du cycle menstruel, qu'il ne faut pas attendre le début des règles pour commencer, pour avoir des follicules. Et ça a été un bouleversement pour les gynécologues parce qu'on peut commencer finalement notre stimulation à n'importe quel moment et il n'y aura aucune différence. Donc, ils ont conclu que la stimulation ovarienne avec les protocoles antagonistes est possible quel que soit le jour du cycle et vous comprenez que c'est très intéressant pour quand on a besoin de faire une congélation rapidement avant une chirurgie, une chimiothérapie. Et là, vous voyez que quand il compare le random start et conventional start, que finalement, ils n'ont pas trouvé de grandes différences en matière de nombre d'ovocytes. C'est vrai qu'on a besoin d'un peu plus longtemps pour stimuler, ça nécessite plus de jours. On a besoin des doses plus fortes de gonadotrophine, mais en dehors de ça, on peut commencer à n'importe quel jour du cycle et il n'y aura aucune différence. Donc finalement, le Random Start Stimulation est quelque chose qui est validé et facile à utiliser. Donc, pour ne pas trop compliquer la présentation avec tous ces articles. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent, eux? Ils proposent qu'on commence notre stimulation directement quand on veut et pour le déclenchement, on utilise un agoniste, c'est-à-dire de GnRH. Au lieu de déclencher avec l'HCG, on déclenche avec l'agoniste et comme ça, on n'aura pas de risque d'hyperstimulation ovarienne. Et en conclusion, que le Random Start Stimulation est faisable, elle est efficace pour préserver la fertilité. Tout ce qui est grossesse, accouchement, etc., c'est des infos qu'on n'a pas encore parce qu'il faut beaucoup plus d'informations pour conclure. Et ma dernière présentation de cette partie sera sur l'Evidence-Based Fertility Preservation et on va essayer de comprendre
comment se passe cette préservation de fertilité. Vous voyez que c'est un peu compliqué si on regarde pour l'homme prépubère. On a la biopsie testiculaire, le post-pubère, c'est bien sûr le prélèvement spermatique facile. Pour la femme, ça dépend de la situation. Donc, on préserve soit le tissu ovarien, soit on stimule la stimulation ovarienne, mais on peut utiliser aussi le tamoxifène, le letrozole ou la stimulation classique utilisant les gonadotrophines. Et là, ça explique un petit peu le mécanisme d'action de letrozole. Donc, comment ils ont fait? Donc, au début, ils ont vu qu'il y a le protocole avec le tamoxifène. Oui, on a commencé à faire tamoxifène et gonadotrophine. Et après, ils ont commencé par le letrozole. Letrozole, ils le commencent à la dose de 5 mg le deuxième jour du cycle. Et à partir du quatrième jour du cycle, ils utilisent les gonadotrophines. Bien sûr, à partir de 13 mm, il utilise un antagoniste de GnRH. Et le déclenchement, ça se fait par l'agoniste de GnRH. Et si on regarde leur data, donc ils n'ont pas de différence par rapport à la stimulation classique. Mais l'avantage, le grand avantage de l'étrazole, ça vient ici, que le taux d'estradiol est beaucoup moindre. Donc, il y a 75% de moins d'estradiol. Donc, vous imaginez qu'on peut augmenter les doses de gonadotrophine d'une manière très importante parce que avec le letrozole, juste avant la ponction, on a en moyenne 400 d'estradiol, alors que c'est 1300, c'est la moyenne pour la stimulation classique. Ça veut dire qu'il y a 75% de moins d'estradiol quand on stimule avec le letrozole et les gonadotrophines. Tout ça, c'est leur recherche qui a fait ça. Voilà, ça c'est une plaque très intéressante. Donc, en fait, au début, ils ont commencé par le deuxième jour, comme j'ai dit, et le quatrième jour, ils ont utilisé les gonadotrophines, antagonistes et déclenchement par l'HCG. Et après, ils ont trouvé que on pouvait faire la même chose, c'est-à-dire à partir du deuxième jour, ils commencent leur stimulation avec le letrozole et les gonadotrophines combinantes et avec un déclenchement, bien sûr, avec un agoniste. Et ça donne beaucoup plus de follicules. On est safe, on n'a pas besoin de diminuer la dose parce qu'on n'a plus peur d'hyperstimulation. Vous imaginez des taux d'estradiol très bas. Et les seuls critères de l'antagoniste, c'est pas l'estradiol, c'est vraiment des follicules à partir de 13. Et pour le déclenchement, donc, ils regardent si les follicules ont assez grandi. Et là, ils ont dit que les critères peuvent être augmentés de 2 à 3 mm. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 20 mm de la taille folliculaire avant le déclenchement. Et si on n'est pas assez bien, donc on peut toujours faire cette maturation in vitro et ça marche. Hop. Donc le taux d'implantation, donc bien en matière de fertility preservation, comme c'est des femmes qui n'ont pas d'autres problèmes associés, ils ont même trouvé qu'il y a plus de grossesse que dans des couples infertiles, et j'imagine parce que il n'y a pas d'autres facteurs associés. Un autre sujet intéressant que les protocoles au letrozole. Voilà. Donc l'autre sujet intéressant que quand on a une mutation BRCA, naturellement, on a une diminution de la réserve folliculaire et c'est des femmes qui nécessitent un traitement beaucoup plus lourd pour stimuler l'ovulation. Il faut augmenter les doses de gonadotrophine parce qu'on a trouvé que en cas de cette mutation, le taux d'AMH est plus bas. Donc, alors, comment ils font dans ces protocoles-là? Voilà, donc encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, que tout le long du cycle, on a une ovulation, des follicules qui grandissent et pendant un cycle normal, on n'a pas une seule vague folliculaire, mais on en a trois, c'est-à-dire une qui est grande
et 3 qui sont petites. Et pour cette raison que cette stimulation, elle peut commencer n'importe quel moment du cycle. Et c'est rassurant, on n'aura que des embryons euploïdes et la qualité des blastocystes est la même, quelle que soit la date de début de la stimulation. Alors, comment ils font si on est au stade où il y a plusieurs follicules qui risquent d'ovuler? Ça, j'ai trouvé très intéressant. Donc, ils déclenchent l'ovulation une première fois. Vous imaginez qu'ici, il utilise l'agoniste de GnRH pour déclencher, bien sûr sans la ponction. On utilise le létrozole tout de suite avec l'FSH récombinante. Un antagoniste dès qu'on aura des follicules de plus que 13 mm. Et encore une fois, déclenchement par l'agoniste de GnRH. Et apparemment, ça marche très bien, même si on utilise cet agoniste plusieurs fois dans le même cycle. Donc, pour la transplantation ovarienne, je pense que pour nous, c'est plus de la science-fiction pour l'instant, mais sachez qu'ils ont fait des transplantations au niveau du tissu ovarien, au niveau de l'avant-bras. Après, en 2015, ils ont réussi de faire une transplantation robotique et maintenant, l'ASRM considère que la transplantation, la congélation du tissu ovarien, transplantation, ce n'est plus de la recherche, c'est valable si on va l'utiliser. Donc, en conclusion, le protocole de létrozole est effectif et il nous permet d'avoir une meilleure sélection et avoir une plus de sécurité à la stimulation. Et sachez qu'il faut bien comprendre que les patientes cancer du sein avec cette mutation BRCA, elles ont une moindre réserve ovale.